Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un nouveau point lecture et croyez-le ou non, pour une fois j'ai vraiment réussi à bien avancer dans ma palle, même si à mon avis ce sera pas encore pour cette fois-ci que je la finirai en temps et en heure. On commence tout de suite avec le grand livre de Ho'oponopono de Luc Baudin, Jean Gracier et Nathalie Lambois. Alors en soi dans ce livre on vous répète tout le temps la même chose. Mais c'est vrai que quand même j'ai appris pas mal de choses, donc la façon de penser de chaque auteur était vraiment très intéressante. Donc en gros on vous compare entre autres le principe du coup de l'Ho'oponopono à la médecine moderne avec des vraies études du coup qui ont vraiment été menées avec de vrais exemples du coup. On vous le compare aussi à la religion, donc toute religion confondue évidemment. Il n'y a absolument aucun jugement dans ce livre, juste du partage de valeurs des auteurs et de leurs croyances. Et c'est pour ça, je pense, que j'ai autant aimé, même si, bah, comme je le disais, on répète beaucoup la même chose. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu La Cité du Savoir de Nadia Coste et mon Dieu, j'ai adoré ma lecture du début jusqu'à la fin. L'écriture, elle est tellement fluide vraiment que j'ai lu le roman vraiment super vite. L'univers, l'histoire et les personnages sont super bien travaillés. Bref, c'est vraiment une pure merveille de l'autrice. En gros, ici, imaginez-vous l'Antiquité grecque avec des personnages capables d'utiliser des mots bien particuliers qui se révèlent porteurs de magie. C'est dans cet univers du coup qu'on va suivre Théo et Sophia, donc qui sont deux jeunes qui viennent d'une petite île. Théo, donc lui, il rêve de devenir marin-pêcheur et Sophia d'intégrer l'école de Philopolis, la cité du savoir, pour devenir une grande penseuse et apprendre à manier du coup ces fameux mots de pouvoir. Le seul souci, c'est qu'il y a un âge limite en fait pour tenter d'y rentrer. Et depuis toute petite, on lui dit qu'être trop intelligente, c'est un vrai souci. C'est pour ça que malheureusement, elle a dû attendre d'avoir l'âge limite pour pouvoir tenter d'y aller. Tous ceux qui sont beaucoup trop intelligents, en fait, ils échouent pratiquement obligatoirement à l'examen final de l'académie et ils souffrent d'une maladie qu'on appelle la dyspnoia, donc dyspnoia, pardon, j'arrive jamais à le dire. Donc c'est une maladie mentale en fait qui touche exclusivement les étudiants qui échouent, donc ce serait une maladie qu'on ne retrouve que sur l'île et personne ne sait comment elle se propage. Théo, lui, il est bien décidé à protéger son ami et il va tout faire pour tenter d'en savoir plus sur cette fameuse maladie et éviter à son ami de finir dans cet état-là, puisqu'elle est bien décidée à suivre les enseignements de l'académie. Après tout, c'est son plus grand rêve. Donc pourquoi abandonner? Si vous connaissez pas ce livre, franchement, foncez les yeux fermés. Il est franchement pas compliqué à lire. On a une alternance de points de vue à tous les chapitres, puisque en gros, un chapitre vous allez suivre Théo, un autre vous allez suivre Sophia, etc., etc. Même si en soi on se concentre un peu plus sur Sophia. Mais surtout, comme je l'ai déjà dit, du coup l'écriture elle est vraiment fluide, on est plongé dans l'univers dès le début. Et surtout, on a à peine le temps de respirer et pas du tout le temps de s'ennuyer. Ensuite, j'ai lu Mysteries of Thorn Manor de Margaret Rogerson. Donc, j'ai adoré retrouver Nathaniel et Elisabeth et Silas pour cette novellas. Donc, c'est en gros comme une nouvelle, en fait, si vous voulez. On a un super bon rythme et une super bonne fluidité d'écriture. Donc, le livre, il est bourré d'humour et de révélations en tout genre. Bref, il est génial. En gros, dans ce livre, on se situe pas longtemps après la fin de Sorcery of Thorn. Évidemment, je peux pas vous en dire beaucoup au risque de vous spoiler, mais en gros, ils se retrouvent bloqués dans le manoir donc de Nathaniel et ils doivent absolument trouver un moyen d'arranger les choses avant le bal d'hiver qui se déroulera justement dans le manoir, sachant que si vous avez lu Sorcery of Thorn, vous savez à quel point Nathaniel déteste justement les événements sociaux comme ça. Donc, Elisabeth, évidemment, pense tout de suite que c'est lui qui a fait exprès de dérailler le système de sécurité du manoir pour qu'il se retrouve enfermé. Sauf que, si ça se trouve, c'est effectivement le manoir qui fait des siennes. Et ça, évidemment, vous ne le saurez qu'en lisant le livre. Ensuite, j'ai lu les 2 tomes qui sont sortis donc de Colombe à l'hôtel du lac de Sophie Rigal-Goulart. Donc, le premier est juste ici.
et le second. Alors pourquoi je dis les deux premiers? Parce que pour moi l'histoire n'est pas finie. Enfin, je pense qu'il y a toujours moyen d'avancer un peu plus dans les choses, mais je sais pas du tout s'il y a un tome 3 de sortie. Donc le premier tome pour moi c'était une relecture et le deuxième bah du coup une découverte totale. J'ai adoré les deux tomes en ayant quand même une petite préférence pour le tome 2. Parce que j'avoue que, alors c'est vendu comme de la jeunesse, vous le voyez hein, avec les dessins. Le tome 2, moi je l'ai trouvé quand même fortement glauque. Euh, voilà, après je suis un peu sensible, c'est vrai, mais je pense en vrai si vous avez un gosse, alors peut-être pas lire ça à 12 ans, mais ou alors lisez-le avant pour être sûr que c'est le genre de choses que vous êtes ok pour que votre enfant lise. Mais ouais, en vrai, si vous laissez lire ça à un gosse, il y a moyen après que plus tard il aime bien les thrillers, les enquêtes, les choses comme ça, parce que bah, c'est un peu le genre en fait du livre. Donc en gros, dans le premier tome, on suivait Colombe, 12 ans, dont les parents viennent d'acheter un hôtel au bord du lac. On va la suivre du coup à partir de l'ouverture de l'hôtel d'été où on va apprendre du coup à la connaître elle et sa famille donc qui sont pas du tout comme les autres. C'est-à-dire qu'elle a deux grands frères qui sont jumeaux, un frère légèrement plus jeune qu'elle et un autre encore qui a un bébé. Pendant cet été, donc, elle va rencontrer Meredith, une jeune franco-américaine, avec qui elle va tenter de découvrir les mystères que cache cet hôtel. Chaque membre de la famille est un peu spécial, dans le sens où on a un des frères qui a l'air de parler avec des morts. Colombe, elle se lie d'amitié avec un faucon, et les parents sont plus doués pour le bricolage que pour toutes les autres tâches ménagères ou autres tâches que les adultes sont censés faire. Bref, c'est génial. On a une famille qui est vraiment haute en couleurs. Dans le tome 2, en gros, on est au moment de la rentrée scolaire. Donc les deux frères aînés en gros sont partis à l'université donc qui n'est pas du tout au même endroit. Ils sont à l'internat donc en gros on suit plus que Colombe, ses parents et les deux plus jeunes frères. Et on va la voir se lier d'amitié avec des personnes de sa nouvelle école. Bref, on va voir tout le train-train un peu scolaire et en même temps pas du tout parce qu'on n'a pas beaucoup de moments dans l'école et c'est ça qui est cool. C'est qu'on reste vraiment principalement à l'hôtel. Moi c'est ça vraiment que j'ai vraiment bien aimé dans le tome 2. Ensuite, donc je vais passer rapidement sur les mangas parce que c'est des suites, donc je vois pas l'utilité de vous dire il se passe ça dans le tome. Donc j'ai lu les tomes 10, 11 et 12 de Moi quand je me réincarne un slime écrit par Okayado. Et j'ai lu donc les tomes 14 et 15 de Moi quand je me réincarne un slime de Teiki Kawakami. Ensuite, pour rester du coup un peu dans les lectures graphiques, j'ai fini la saga de BD La boîte à musique de JG et Carbone. Donc j'ai lu le tome 4 et le tome 5. J'ai vraiment beaucoup aimé cette petite saga de BD. Donc apparemment c'est que le début puisque à la fin du 5 en fait on a une petite note pour nous dire qu'on a fini le premier cycle, donc ce qui sous-entend qu'il y en aura au moins un second. Et c'est tant mieux parce que franchement j'ai adoré l'univers et je pense qu'il y a grave moyen de creuser encore plus. Si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière, vous aurez peut-être vu que j'ai acheté pour l'instant, c'est une trilogie. Après, je sais pas s'il y aura d'autres romans, mais une trilogie du coup de petits romans, toujours écrits par Carbone. Non, illustrés par Carbone du coup et écrits par Myrtille, donc je ne connais pas du tout cette personne. Qui en gros se passe pareil dans l'univers de la boîte à musique, même si je pense pas qu'on va parler de la petite Nola. Je pense qu'on va surtout se concentrer sur ses amis de Pandorian. C'est pas plus mal, au moins ça nous permet de découvrir vraiment l'univers en lui-même. Je sais pas du tout pareil du coup au niveau de la chronologie où est-ce que ça se passe par rapport du coup à la boîte à musique. Mais en tout cas c'est avec plaisir que je le lirai et avec plaisir du coup que je retrouverai cet univers que j'aime vraiment beaucoup.
Ensuite, donc j'ai pas le livre sur moi, donc je vais vous insérer la couverture par là ou par là, je verrai, je sais jamais de quel côté je la mets. Mais j'ai lu du coup Un détour pour l'enfer de Christelle Le Bailly. Donc j'ai beaucoup aimé ce roman qui était encore plus glauque que ce à quoi je m'attendais. Donc en gros on va suivre Kate qui se réveille amnésique en pleine forêt dans un sale état sous une pluie de cendres. Elle va rapidement se faire poursuivre par un monstre et trouver refuge dans un bar où on lui apprend qu'elle est en sécurité tant qu'elle ne sort pas. Sauf que les personnes présentes elles sont pas du tout dans un meilleur état qu'elle et elles semblent ici vraiment depuis très très longtemps. Euh, Ils lui apprennent donc qu'elle est dans les abysses et une fois l'incompréhension passée, elle a qu'une chose en tête, trouver un moyen d'atteindre le paradis à tout prix pour y rejoindre son père qui est parti quelques années plus tôt. Voilà, tout simplement. Ce roman, donc, il était horrible dans le sens où on ressent un réel sentiment d'urgence tout du long. On a des passages qui sont bien gore et l'autrice, elle est pas du tout, mais alors pas du tout tendre avec ses personnages. Elles leur font littéralement vivre l'enfer, d'où le titre. En résumé, j'ai passé vraiment un super moment de lecture, autant que possible, évidemment, avec ce genre de livre. Mais si, par exemple, notamment pour l'automne qui arrive, vous voulez avoir des frissons, des choses comme ça, n'hésitez pas, foncez. Je pense qu'il y a moyen que vous passiez quand même un bon moment de trouille, d'épouvante, de tout ce que vous voulez. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Force Hill de Vanessa Altmeyer et c'est pour moi une lecture en demi-teinte malheureusement. En gros, on va suivre Lisa Kincaid qui a tout laissé derrière elle pour devenir journaliste, donc qui est le métier de ses rêves. Seulement, après un burn-out, elle a encore une fois tout laissé en plan pour retourner chez elle à Force Hill, là où elle vivait avec sa mère. Donc c'est un petit village au milieu des Highlands où le folklore écossais, les superstitions et les commérages sont monnaie courante. Il faut savoir que sa mère se qualifie elle-même de sorcière, là où Lisa la voit plus comme une botaniste un peu perchée que les habitants du village donc fuient comme la peste. Pendant que Lisa était à Londres, donc une famille a racheté le vieux château en ruine non loin de chez elle et c'est du coup le coup de foudre immédiat pour un des frères, si je peux dire ça comme ça, qui habite là-bas. Donc Yann, qui est un beau brun mystérieux et ténébreux. Il y a une étrange histoire de disparition de jeune femme pile dans la tranche d'âge de Lisa qui va l'intriguer. Et donc elle va décider de mener son enquête, quitte à se mettre elle-même en danger. En bonne journaliste qu'elle a été, puisqu'évidemment elle ne perd pas ses bonnes vieilles habitudes. Honnêtement, le début il partait vraiment bien de mon côté, jusqu'à l'apparition de ce fameux Yann. Les choses vont beaucoup trop vite entre eux, ils prennent même pas le temps de se connaître, qu'ils sautent déjà dessus. Bref, j'avoue que j'ai eu un peu de mal, sachant qu'en plus on a un ami d'enfance de Lisa qui vient se mêler à tout ça. Bref, on a un espèce de triangle amoureux un peu chelou, j'avoue. Euh, Vers les deux tiers du livre, par contre, jusqu'à la fin, j'avoue que c'était vraiment le kiff total pour moi. On apprend quelque chose de vraiment très important par rapport à Yann, sa famille ou même le village en lui-même. L'histoire, elle s'accélère vraiment d'un coup, on respire pas beaucoup jusqu'à la fin du livre. Donc je pense quand même qu'on peut partir sur un presque coup de cœur pour ma part, étant donné qu'à la fin, je voulais juste sauter sur le tome 2. Et on finit ce point lecture avec une relecture du tome 1 de la saga Le Noir et ma couleur d'Olivier Gay. Donc j'ai encore une fois adoré ce tome, donc on va y suivre Alex et Manon qui n'ont franchement pas grand chose en commun, mis à part qu'ils sont dans la même classe. Manon, elle est première de la classe, donc c'est une mage comme sa famille, donc à savoir ses parents, son frère et sa sœur. Alex, lui, il est un humain tout ce qui est de plus normal, il pense qu'aux filles, il est bon dernier de la classe, il passe une bonne partie de son temps à se battre et il se fait frapper par son père. À cause d'un pari qu'il s'est lui-même donné, il se retrouve à essayer de draguer Manon, mais il va se retrouver propulsé dans un univers où la jeune fille et sa famille se battent en fait contre des mages noirs, des ombres. Et tout un tas d'autres choses pas forcément très plaisantes, sachant que normalement un humain doit pas vraiment se retrouver à savoir ce genre de choses. Donc voilà. On a de l'action, de l'humour et tout un tas de références cinématographiques ou de pop culture ou peu importe. Enfin vraiment c'est ça qui est cool, c'est que vraiment l'auteur il arrive à nous glisser des petites choses entre guillemets du monde réel dans son livre et c'est toujours un pur plaisir à lire.
Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai bien dégommé ma palle. Il me reste en vrai à peine un peu plus de la moitié à peu près à lire. Bon, ce sera encore pas pour cette année du coup, comme je vous disais. En tout cas, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, mettre un pouce en l'air et un commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!